Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. On est dans les tribunes du MM Arena maintenant, toujours bien sûr avec Alain Pascalou. Ces tribunes, bon vous les connaissez, celles du MM Arena, celles de quasiment tous les stades de France. C'est là où vous avez été de nombreuses fois. Vous êtes encore d'ailleurs avec la JOCR en tant que recruteur, en tant que chercheur également de talent. Racontez-nous un petit peu ce métier et celui que vous avez quand même fait pendant quelques années au MUC 72. Ah, c'est un métier de patience, c'est un métier de dénicheur, comme je dirais. C'est un métier... Il faut partir avec beaucoup de motivation, comme tous les métiers. Il faut être hyper concentré parce que un club comme Le Mans ou Auxerre aujourd'hui qui est en L2, c'est pas le meilleur joueur du match qu'on va voir. Il faut détecter celui qui a le plus gros potentiel, c'est-à-dire en devenir. J'ai coutume de dire que j'emmène ma femme avec moi au match, elle va tout de suite remarquer quel est le meilleur joueur du match. Mais notre boulot de recruteur, c'est de donner un avis sur le devenir de ce joueur, surtout que ça a été notre force au Mans, c'est-à-dire de détecter des joueurs qui étaient encore pas établis dans le haut niveau, parce que financièrement, on sait très bien que si tu veux acheter Neymar, ça va coûter très cher. Donc il fallait trouver celui qui pouvait devenir un jour un joueur professionnel de haut niveau. Et je pense que là-dessus, Le Mans, avec sa cellule de recrutement très diversifiée, a fait de très très bons coups pendant de nombreuses années. Parlez-moi un petit peu des chevaux, quoi. Parce qu'apparemment, vous arrivez à dénicher un bon joueur grâce à votre passion pour les chevaux. Non, ma passion des chevaux vient de ma jeunesse à Chenu, qui a été extraordinaire et formidable. Et mes amis étaient la famille Pellereau, avec qui mes parents étaient très proches. Et j'ai passé ma jeunesse à côtoyer les chevaux de course. Et je dis souvent que je regarde énormément Equidia et je suis très inspiré de voir comment les jockeys, les drivers ou les entraîneurs de chevaux s'inspirent de leurs sensations, de leurs émotions pour connaître un cheval. Et je dirais que je pense que nous, la parole est des fois trop prise en compte, alors que ce qu'il faut regarder, c'est peut-être les sensations des gens, les comportements, les attitudes qui sont des fois intuitives. Et ça, j'y crois. J'y crois, et les allures des chevaux, leur comportement, il faut l'analyser. Et ça m'a beaucoup appris sur les hommes. C'est-à-dire que je ne veux pas comparer un joueur de foot à un cheval, mais ça m'a appris plein de choses. Vous avez l'œil apparemment maintenant aussi avec ça, grâce aux chevaux. Quand j'étais jeune, mon père il me donnait un peu d'argent pour jouer aux courses et je regardais les canters et souvent je ne me trompais pas, savoir les allures. Moi je vois un joueur courir et son allure me plaît ou me plaît pas, je sens s'il a du potentiel athlétique ou pas. Et puis je disais aussi dans mon métier d'entraîneur, notamment en préparation physique où j'ai souvent été concerné, on ne travaille pas un trotteur comme un galopeur. Ce sont des chevaux qui sont totalement différents au niveau des gabarits, au niveau des constitutions. La course fait plus appel à la vitesse pour les galopeurs et plus à l'endurance-vitesse un peu pour les chevaux trotteurs. Et tout ça m'a donné plein de réflexions sur comment je dois amener des joueurs à leur maximum de forme et mieux les comprendre. Et je pense que les joueurs et les gens, je pense que se ressentent autrement que par des fois le verbiage ou la parole. Il faut les ressentir autrement et ça je crois que l'œil est quelque chose que j'ai appris à discerner, quoi. Alors, je vous ai parlé d'images, de vidéos qu'on aura l'occasion de voir tout au long de cette émission. J'ai une première vidéo pour vous. Alors, on a demandé à plusieurs anciens joueurs, entraîneurs, de faire une petite vidéo pour vous. Le premier, il s'agit de Stéphane Guédé, ancien notamment entraîneur du Mans FC, c'était à l'époque de l'ADH, et puis également qui a aussi beaucoup apporté, lui et puis son père, à ce club. Il vous pose justement une question, puis il a un message pour vous, je propose de l'écouter. Alain, salut. J'espère que tu vas bien. Toi et ta petite famille. Écoute, ici ça se passe bien, je prends plaisir à être dans mon nouveau club ici en Alsace et puis vraiment le projet de formation c'est vraiment très intéressant et je prends du plaisir à former les futurs talents alsaciens. Alors écoute Alain, le défi c'était qu'il fallait que je raconte une anecdote te concernant, mais vu ton côté méticuleux et jamais superflu, très compliqué.
j'en ai pas qui me viennent. Alors j'aurais pu parler de Chenu, de tes anecdotes en équipe de France que tu nous as souvent racontées. Alors moi, j'ai décidé de te poser une question et de te faire deviner quelque chose. Alain, qui est-ce qui est né le 11 mars 1978? Allez, t'as 10 secondes. Qui est né le 11 mars 1978? 78, 11 mars 78. 80, alors ça ferait 37, 39 ans. Didier Drogba peut-être? Alors, il donne pas la réponse, mais par contre, il vous demande quelque chose. Alors maintenant que tu as trouvé, est-ce que tu vas en dénicher un deuxième, un clone? Et puis si c'est le cas, ben, appelle-moi parce que nous on va peut-être l'embaucher au Racing. Salut Alain. Alors oui, c'est Didier Drogba. C'est peut-être le plus grand coup, en tout cas le plus médiatique que vous ayez pu faire finalement dans votre carrière, Alain Pascalou. Oui, c'est une aventure fabuleuse, mais je dois dire aussi que ça c'est important de parler de Didier. Moi je suis aujourd'hui recruteur à Auxerre, mais dans un rôle, j'ai privilégié la famille et je suis à Auxerre, mais plus pour recruter au niveau professionnel sur le secteur. Par contre, j'ai une petite frustration parce que pour moi, le métier de recruteur ne s'arrête pas, et c'était la force du Mans, ça. Le métier de recruteur, ça n'arrête pas à voir visuellement un joueur. C'est détecter son potentiel et de se dire tous les jours, je vais être là pour aider à l'accompagner à devenir un grand joueur. Et ma frustration, par exemple, à Auxerre, c'est que je pense sincèrement peut-être que Didier Drogba, peut-être que ça existe, certainement ça existe, mais simplement, Didier, on était tous les jours avec lui. C'est-à-dire que la force du Mans, c'est qu'on était recruteur, mais entraîneur. J'étais 10 ans entraîneur adjoint, après j'étais directeur technique, et j'étais tous les jours à la Pince-Nardière. Donc à chaque fois, quand tu voyais un comportement, quand tu voyais une attitude, quand tu voyais quelqu'un qui était ou dans la difficulté ou dans l'euphorie, eh ben, tu étais là pour les guider, pour les accompagner. Et je pense que la force du club, ma force moi personnelle je pense, elle est sur l'œil de détecter, mais après quand tu as le potentiel, il faut le révéler. Et pour le révéler, je suis convaincu qu'il y a plein de talents qui ont besoin, et je pense c'est le malheur de la jeunesse aujourd'hui, je pense qu'elle n'est pas assez accompagnée. Moi je crois que ce soit des formateurs, des éducateurs, que ce soit des professeurs, je pense qu'on doit avoir plus de temps pour passer du temps justement avec ceux qui sont dans des situations des fois compliquées. Parce que tu parles de Didier Drogba. Il y a eu Daniel Cousin, il y en a eu plein d'autres. Voilà, plein d'autres, mais tous les jours, j'étais avec eux en train de leur tirer les oreilles assez souvent. Mais ils sentaient que j'avais confiance en leur potentiel. Et ça, c'est important. Ils savaient que moi, je leur disais, je suis sûr que tu vas réussir, sauf que il faut que tu améliores ça et ça. Et je pense que c'est un tout. C'est pas uniquement... ou alors tu prends le joueur terminé, quoi. Et puis là, tu le regardes presque jouer. Mais les potentiels tels que Didier, quand ils sont arrivés, ils ont mis 4 ans. Didier a mis 4 ans avant de comprendre ce qu'était le haut niveau. Et après, moi j'ai toujours pensé que, d'ailleurs ça a été une source d'engueulade un peu au club, quand il est parti à Guingamp, moi je pense qu'il était en train de découvrir ce qu'était le haut niveau, et là on le vend à Guingamp, et après Guy Lacombe qui est un ami, qui l'avait repéré, qui m'avait appelé plusieurs fois déjà, lui il a fructifié ce travail, et après il est parti. Mais tout le travail de détection est capital, parce que si tu te trompes de cheval au départ, si tu prends un potentiel qui est moyen, t'en feras jamais un champion. Mais si tu prends, moi je suis convaincu, il y a plein de jeunes qui ne se réalisent pas parce qu'ils n'ont pas la chance d'être accompagnés au bon moment. Et je pense qu'il faut considérer le travail qu'on a fait au Mans dans toute cette généralité-là. On était fort pour aller chercher les talents, mais on était aussi fort pour les révéler, on était aussi fort pour les rendre compétitifs. Et là, je pense que c'était la force du Mans. On était vraiment une chaîne d'amitié, on était une chaîne de compétences, on était une chaîne de complémentarité qui ont permis à plein de jeunes d'éclater. Et je vois mon rôle à Auxerre est totalement différent. Et là, je pense pas me tromper ou moi me tromper sur les joueurs que je propose à Auxerre. Mais j'ai cette frustration. Moi, je vois 1 ou 2 joueurs que j'ai ramenés. Je suis convaincu que j'aurais été à Auxerre.
je pense dans mon fort intérieur que j'aurais aidé à les faire éclater autrement. C'est vrai qu'on parle de Didier Drogba parce que c'est quand même quelqu'un qui a remporté la Ligue des Champions, 4 titres de Première Ligue, 4e au Ballon d'Or, 2 fois joueur africain de l'année, donc un véritable talent. Racontez-nous brièvement quelques anecdotes que vous pouvez avoir sur certains joueurs, sur leur formation ou autre, avant qu'ils deviennent des joueurs talentueux, comme Le Mans en a tant connu. Est-ce qu'il y a certains joueurs qui vous ont marqué, et notamment leur formation ? Ah, mais une belle anecdote, c'est un jour je me suis retrouvé entre deux colosses, Didier Drogba et Daniel Cousin, qui étaient des mecs qui faisaient 1m90, 90 kg. Et moi j'étais au milieu d'eux. Je crois que j'avais une qualité, c'est que je les respectais, ils me respectaient, j'avais pas peur d'eux. Donc j'étais capable de leur dire des choses. Tout le monde disait que j'étais gentil avec ces joueurs-là, mais j'étais souvent très dur. Mais avec ces gens-là, il fallait être en proximité, il fallait pas les humilier. Et les humilier, c'était dire des choses dures en présence d'une tierce personne. Et j'étais au milieu d'eux, et je leur parlais comme ça, je disais, toi, tu es un numéro 9 là, Daniel, tu gagnes combien par mois? Toi, tu as 2 enfants. Toi, Didier Drogba, tu gagnes combien par mois? Il gagnait des sommes ridicules, quoi. Et par rapport à après, je leur disais, écoutez, moi je serais numéro 9, moi je gagnerais, je ne sais plus la somme que j'avais dit, je gagnerais 50 000 francs par mois. Si je serais numéro 9 avec les qualités que vous avez, moi je décollerais autrement que vous. Donc il va falloir modifier certaines choses. Et je me rappellerai toute ma vie d'être au milieu de ces deux gars. Et puis j'étais content parce que je sentais, comme je disais, ton ordinateur est ouvert. Tu m'écoutes. Parce qu'il y a un truc aussi qui est important, des fois on part dans le vide. Mais j'avais cette faculté de comprendre à quel moment leur ordinateur était capable de percevoir les messages qu'on leur transmettait. Et ça m'a régalé. Un deuxième moment que j'ai trouvé émouvant, quand Stéphane Sessegnon, qui était quelqu'un qui avait un caractère très fort, Stéphane, c'est un très haut niveau Stéphane, c'est un joueur fabuleux, mais il avait un caractère très fort, très très fort. Et quand il arrive au Mans, il y a quelqu'un qui lui a dit « Attention toi, les Africains, Alain Pascalou, il est... » Ah, je tirais le nom, et Stéphane, je l'ai senti se braquer vis-à-vis de moi. Et pendant un mois et demi, je sentais que autant je rigolais, j'étais en très grande proximité avec ce type de joueurs, c'est des joyeux, on se marrait bien avec ces gens-là, et lui était plus intérieur, plus réservé, et j'ai senti qu'il fallait pas que je rigole de trop, quoi. Il fallait que je prenne du recul avec ce joueur-là. Et un jour, on va en stage en Suisse, et je me rappelle, l'hôtel était à 1 km de notre stade d'entraînement. Et à un moment donné, quelqu'un me touche le bras, et c'est Stéphane qui me disait « Coach », il m'appelait Pasquale. « Coach Pasquale », il me dit « J'ai besoin de vous. Faut que vous m'aidiez à monter une académie là-bas en Afrique, et je sais que vous avez l'expérience de l'Afrique, et il faudrait m'aider. » Et là, à partir de ce moment-là, j'ai senti que je pouvais aller loin avec lui. Chose que j'avais eu un peu de recul au départ parce que je sentais qu'il voulait que je le laisse tranquille. Mais après, j'ai pu avec lui aller très loin dans des conversations assez dures et dans les messages que je pouvais lui transmettre pour progresser. Ouais, Stéphane Sessegnon qui après a signé notamment au Paris Saint-Germain et plein d'autres clubs en Angleterre. Gervinho, Ismaël Mangora. Papa Alain, je l'ai sorti de sa voiture, il conduisait sans son permis de conduire, il avait une belle voiture. J'ai dit, tu me donnes les clés, il râlait, et il m'en parle toujours. Papa Alain, tu m'as sorti de ma voiture. J'ai dit oui, j'ai sorti, mais je vous garantis que les 5 km que j'ai fait avec sa belle BMW, j'avais peur de la casser. Hein. J'ai rentré chez lui, je me disais pourvu que j'ai pas un accident. Mais bon, j'ai osé le sortir de la voiture, quoi. Bon, on va continuer cette émission avec la dernière partie et pas mal de témoignages avec vous. Alain Pascalou va encore prendre un petit peu de hauteur dans ce très beau MMA Arena. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.